Alors bonjour à tous, bienvenue à notre shiur de la semaine. Alors Rabotai, on va faire une session un petit peu spéciale sur le Inyan de Yom HaAtzmaut. Alors comme vous savez, je vais vous montrer quelques statistiques en termes d'histoire, juste pour comprendre un petit peu vers quoi on s'en va. Et ensuite, on va rentrer un petit peu dans la halakha par rapport à à la mitzvah de Yeshuv Haaretz. Parce que comme vous vous en doutez, genre le Inyan de l'indépendance et d'être revenu sur nos terres après autant de siècles d'absence, elle est intimement reliée avec la mitzvah de s'établir en Eretz Israël. Alors, on va commencer avec ça tout de suite. Je vais vous montrer juste un chiffre intéressant. Regardez ça ici. Alors, vous voyez ça sur votre écran tout de suite. Donnez-moi juste un instant. Ça sera pas long. Je dois juste arranger un. Donnez-moi un instant. Je m'excuse, Rabotaille. J'ai juste un petit problème. Won't be long. Je m'excuse, Rabotaille. Juste un petit problème technique. Ah ouais. So we're good to go. Alors, regardez ici, Rabotaille. J'aimerais juste vous montrer un chiffre intéressant. Si vous regardez un petit peu plus bas, alors donnez-moi un instant. Voilà. Alors, regardez ici, Rabotaille. Nous sommes en 2025. Si vous faites. Alors, ah, je m'excuse. J'ai un petit problème avec le curseur. Ça sera pas bien long. Alors, regardez ici. Si vous regardez ici, on est en 2025. Si vous faites 2025 moins 70, 70 c'est la date dans le Common Era où le Beth Amikdash a été détruit. Donc si vous faites de 2025 moins 70, vous allez finir avec 1955. Donc ça voudrait dire que ça fait 1955 années qu'on a été exilé d'Eretz Israël et qu'on n'a pas eu un gouvernement qui est souverain, c'est-à-dire un gouvernement juif en Eretz Israël. Maintenant, si vous regardez ici, si vous faites 2025 moins 1948, vous allez tomber avec 77 ans, qui sont les années où on célèbre l'indépendance de l'État Israël moderne. Alors, regardez la statistique qui m'intéresse ici. Si vous faites 1955 moins 77 ans, vous allez tomber avec un chiffre qui est assez fort, 1878. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a 1878 années, donc pratiquement 19 siècles, qu'on n'a pas eu un gouvernement souverain en Eretz Israël. Donc, believe it or not, mais si vous remettez ça un petit peu sur le tableau, c'est quelque chose qui est unheard of. C'est pas quelque chose de normal. Vous avez une nation qui a été renvoyée de sa terre, qui a été conquise, qui a été envahie par différents empires, et en l'espace de 19 siècles, ils se sont un petit peu éparpillés partout dans la planète. Et après 19 siècles, ils sont revenus en Eretz Israël. Ils ont rétabli un gouvernement. J'ai pas besoin de vous dire quel est l'impact de ce qu'on a fait en 77 ans dans la Terre. Si vous regardez d'autres nations, ce qu'ils ont pu accomplir en si peu de temps, c'est invraisemblable. Donc, en tant que tel, Rabotai, c'est un miracle qu'on soit revenu en Eretz Israël. Et non seulement ça, mais qu'on soit revenu
qu'on ait pu réaviver notre langue. Je vous rappelle qu'avant 1948, la langue hébraïque, l'hébreu, était considérée comme une langue morte. C'est-à-dire que ce n'était pas une langue où il y avait un État qui était associé à la langue, et ce n'était pas non plus une langue qui était parlée par une population substantielle. Donc, qu'on revienne après autant de temps et qu'on soit capable de se rétablir et de mettre en place un gouvernement. Ok, c'est pas le gouvernement religieux qu'on attendait à l'époque talmudique ou biblique, mais un gouvernement qui organise une armée, qui organise un gouvernement juif et qui met en place des institutions qui vont favoriser ce qu'on appelle la Aliyah, donc la mitzvah de monter en Eretz Israël. C'est quelque chose qui est complètement unheard. Alors moi, j'ai une première question à vous demander. On n'est pas les seuls, en termes de nations, qui avons subi des exils et des persécutions. Si vous regardez par exemple les Babyloniens, les Grecs, les Perses, les Romains, ils ont eu un petit peu le même genre de traitement. Mais quelque part, il y a eu une différence entre comment nous, on a géré notre exil et comment eux, ils ont géré leur exil. Si vous regardez bien dans les textes, et vous regardez même aujourd'hui dans l'état géopolitique de la planète, vous allez en Grèce, par exemple, vous regardez la population grecque actuelle, ça n'a rien à voir avec la Grèce de l'Antiquité. Vous allez avoir affaire à une nouvelle nation qui parle une langue différente, qui a une religion différente, qui a un gouvernement différent et qui fonctionne de manière complètement différente par rapport à la nation primaire qui existait à l'époque de l'Antiquité. Alors ma question pour vous, elle est très simple. Comment ça se fait que après 19 siècles d'absence, on revienne, on se rétablit dans la terre, et je ne veux pas dire qu'on fait comme si de rien n'était, mais on a rétabli le système qui existait dans le royaume d'Israël antique, comme si de rien n'était. Bien évidemment, avec les ajustements technologiques et modernes de notre époque, mais si vous regardez bien, c'est quelque chose qui est invraisemblable. Alors pourquoi les Grecs? Pourquoi les Perses? Pourquoi les Babyloniens? Pourquoi les Romains aussi? Regardez, allez en Italie aujourd'hui. On parle une autre langue, c'est l'italien. On a une différente religion, c'est le christianisme. Et tout ce qui est en rapport avec la Rome antique a complètement disparu. La seule chose qui reste, c'est des vestiges archéologiques de l'époque romaine. Alors pourquoi nous, on est capable de retourner sur notre terre et de rétablir les choses comme si de rien n'était, de revenir avec les mêmes principes, avec la même approche religieuse et surtout de rétablir une langue qui était catégorisée il y a 77 ans comme une langue morte. Donc pourquoi les Grecs, pourquoi les Italiens n'ont pas pu refaire le même processus quelque part et pourquoi nous on est différents? Je vous écoute. C'est La parce qu'on Torah. a une Torah, et justement, on dit la même chose. Alors, Alors, la Torah, c'est le blueprint de la vie. ok. Et les Grecs, ils avaient Hayim aussi un hiya système. mahasikillah. Les Grecs aussi, ils avaient un système théologique, ils avaient une liste de divinités qu'ils avaient. C'est vrai que c'était un culte qui était païen, mais quand même, ils avaient une culture qui était forte. Alors pourquoi eux, quand ils ont été délocalisés et qu'ils sont revenus beaucoup plus tard sur leur terre, ils n'ont pas pu rétablir ce qu'il y avait à l'époque, mais nous, on est revenus avec la même chose. Ça a pris le temps que ça a pris. On a créé des yeshivot, on a mis des institutions de tzedaka, on a établi un gouvernement juif, et on a rétabli les choses comme si de rien n'était. Alors pourquoi notre traitement à nous, il est différent? Parce qu'on a des ancêtres qui tiennent encore à l'origine Mais les du peuples, culte hébraïque, comme par exemple dans l'Inquisition. Il y a beaucoup qui se font, disons, superficiellement euh, mélangés avec les goïms, mais ils ont gardé leur culte dans leur maison, dans les sous-sols, etc. Donc, et ça se répercute de génération en génération. parce que tout Ok, simplement, on est le peuple élu. alors regarde, la notion de peuple élu, on l'a expliqué plusieurs fois, elle n'a rien à voir avec une notion de force que nous on aurait et que les autres n'auraient pas. Elle a à voir avec le fait qu'on représente Hachem. Le peuple élu, ça veut dire que quand un goy, il regarde un juif,
Ils réalisent qu'il y a une divinité et qu'il y a une intelligence supérieure dans la planète et dans l'univers en général. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas retrouver dans les autres nations. Alors, juste avant de prendre la question de notre ami Alden, j'aimerais juste vous parler d'un principe très essentiel qui montre et qui explique vraiment pourquoi notre parcours il a été différent du leur. Alors, Rabotai, l'appartenance identitaire et nationale d'une nation, dans le monde non juif, elle est reliée avec la terre. Quand les gens sont sur leur terre, la culture est là, la culture culinaire, la culture en général et la culture religieuse, elle est établie. Mais quand on a affaire à une situation où Béhémet, on se retrouve avec un cas où on a affaire à une nation dont l'identité, elle n'est pas strictement reliée à sa présence sur la terre. Ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. C'est que la mitzvah de s'établir en Eretz Israël, c'est une mitzvah parmi les 613. Mais si vous réfléchissez bien, 613 moins 1, ça fait 612. Ça voudrait dire qu'il y a 612 autres concepts qui sont purement identitaires, qui nous définissent en tant que peuple, et que on soit présent sur la terre ou pas, ça nous prive simplement d'une mitzvah. Mais notre identité, elle n'est pas reliée avec notre établissement et notre appartenance à la terre. La mitzvah de s'établir dans la terre, elle est très importante, mais elle est égale aux 612 autres mitzvot que nous avons, qui sont les téphilines, le Kiryat Shema, toutes les mitzvot qui sont en rapport avec les corbanotes et le Beth Amikdash, les Kohanim, etc. Donc, en d'autres termes, on a été délocalisé, c'est vrai, c'est une tragédie. On a perdu notre établissement sur la terre, mais on est parti dans l'exil avec des valises de bagages qui étaient bien chargées, avec, comme notre cher ami Benjamin l'a dit, on a pris la Torah avec nous. Et donc, on avait 612 autres mitzvot qui nous ont permis de garder le même cave, c'est-à-dire la même direction, le même axe. Et finalement, malgré qu'on a été absent pendant 19 siècles, notre appartenance à la terre n'a pas changé la donne. Donc, quand on est revenu beaucoup plus tard, ben, c'était plus ou moins plus facile de rétablir la culture parce qu'elle n'a jamais été perdue. Alors, tu prends par exemple un juif qui est en Ukraine, un juif qui est Boukhari, qui habitait à Boukhara, un juif qui habitait en Extrême-Asie, un juif du Maroc, un juif ashkénaze de l'Europe de l'Est ou de l'Europe occidentale. On a tous gardé le même Pessah, on a célébré Sukkot de la même manière. Ce qui nous manquait, c'est l'établissement dans la terre. Alors, en d'autres termes, notre identité, elle ne dépend pas vraiment de notre présence sur la terre. Et c'est ça qui nous a permis de traverser l'histoire et de revenir sur la terre comme si de rien n'était. Donc, l'avantage que nous avons, c'est que notre identité, elle ne dépend pas de notre appartenance et notre présence sur la terre. Et ça, c'est quelque chose qui est pratiquement incompréhensible pour les nations du monde. Aujourd'hui, vous regardez un petit peu dans les nouvelles, tout le monde est en train de débattre. Est-ce que l'islam a un droit sur la terre d'Eretz Israël? Est-ce que, est-ce que le fait qu'ils ont construit une mosquée sur notre temple, sur le mamage derrière le Kotel, ou le fait carrément qu'ils ont été les monarques qui ont vraiment géré et qui ont été une autorité gouvernementale pendant plusieurs siècles. Regardez l'Empire ottoman. Je vous rappelle qu'avant l'Empire britannique, avec qui on a hérité juste après la Deuxième Guerre mondiale, mais les musulmans géraient la terre d'Israël pendant pratiquement 700 ans avec l'Empire ottoman. Et pourtant, quand ils ont été écartés, quand les Britanniques ont repris le flambeau, et quand nous, on est revenus plus tard, encore une fois, étant donné que notre identité ne dépend pas strictement de notre présence sur la terre, on a pu rétablir les choses comme il faut. Par contre, pour eux, étant donné que leur identité elle-même, elle ne dépend que de la terre, eh ben, dès qu'on les a délocalisés, ils ont tout perdu. Ça a pris quelques décennies, on va être large, même 1 ou 2 siècles, mais après ça a disparu. Alden, I'm listening to you. Hi, Rabbi. Hi, everyone. Getting back to your original question about why did those cultures and civilizations fade away and Judaism was able to pick up where we left off, I think a lot of that has to do with how the societies were built. They were built around figureheads. You were a Caesar, you were a leader, and the civilization revolved around that, and they created auras around them.
And as time, if you remove those from Greek culture, for instance, or Roman culture, you lost that. It was never to come back. What we had is, to a more contemporary example, comparing Lahavdil the Torah to our smartphone. I could take my smartphone with all its backups and everything, throw it into a lake, get another one, and I could pick up where I left off because information was always stored. It was always saved. It never went anywhere. So we've got that blueprint. At this point, I like to think the blueprint is within our DNA. But obviously, there's an element of ritual practice and all that we can literally pick up where we left off. But one thing I wanted to comment on, I had a conversation one time with a very Haredi rabbi. And I said to him, he made a declaration that it is not a mitzvah to go to make Aliyah to Israel. He says it is 100% not a mitzvah. I said, what do you mean? He goes, listen, if it was a mitzvah to make Aliyah to Israel, do you think there'd be 150 Chabad houses around the world? Do you think there'd be Orthodox and from people living around the world? It is not declared to be a mitzvah today in today's day and age to make Aliyah. You want to go. So I certainly am not knowledgeable. I couldn't understand it. But what is your premise for the fact that it is a mitzvah to repopulate the land today? Okay, so je vais rentrer maintenant dans la conception halachique, parce qu'encore une fois, l'indépendance et le retour en Eretz Israël est intimement relié avec l'expérience spirituelle de la mitzvah de Yishuv en Eretz Israël. Alors, on va essayer de voir maintenant dans les Rishonim classiques. On va se retrouver avec trois grandes opinions. On va voir le Ramban, Nachmanide, avec un N à la fin. On va voir le Rambam, et on va voir un très grand rave dans le monde ashkénaze qui s'appelle Rabbi Chaim, parmi les Tosafistes. Donc, comme vous savez, les Tosafot, c'est un commentaire du Talmud qui sont majoritairement constitués des petits-fils de Rashi. Et on va voir que c'est un grand argument comment comprendre, bichlal, la mitzvah de vivre en Eretz Israël. Alors, regardez ici. Je vais vous montrer tout de suite les tenants et aboutissants qui reviennent de ça. Alors, si vous regardez dans le texte que vous avez devant vous, on a devant nous trois grandes opinions. On a l'opinion du Ramban, Nachmanide, et lui, il écrit dans son livre des 613 mitzvot qu'il y a une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Si vous regardez Maïmonide, le Rambam, vous pouvez scanner et passer en revue tout son livre de mitzvot. Il n'a pas répertorié, il n'a pas classifié comme mitzvah de vivre en Eretz Israël. Et vous avez une troisième opinion. Alors, je m'excuse, c'est marqué Rabbi Yitzhak, mais c'est une erreur. C'est Rabbi Chaim des Tosafot. Lui dit que c'est une mitzvah qui est ambivalente. Des fois, la mitzvah, elle est applicable, et des fois, la mitzvah, elle n'est pas applicable. Alors, pour comprendre le principe, je vais vous montrer exactement d'où vient l'argument qui existe. Alors, on va commencer avec le Ramban. Le Ramban, c'est l'opinion la plus facile à comprendre. Donc, regardez ici. Je vais vous montrer un texte. Alors, donnez-moi un instant, je vais juste aller le rechercher. Je m'excuse, ça ne sera pas bien long. Je dois juste réouvrir la fenêtre où le texte est disponible. Voilà. Alors, regardez ici, Rabotai. Si vous regardez le Ramban, donc dans son livre qui est le Sefer HaMitzvot du Ramban, il écrit clairement Tzivanu la reshet haaretz asher natan ha'el idbarach, et c'est marqué qu'on doit vivre en Eretz Israël. Alors lui, d'où il tient ça? C'est un pasuk dans Devarim et dans Bamidbar. Donc si vous regardez dans Bamidbar ici, dans Parashat Maseh, c'est marqué là-bas Vehorashtem et haaretz. Vous avez donc la mitzvah de conquérir la terre, Vishaftem ba, et vous avez la mitzvah de vous y établir. Donc le Rambam et Rabbi Chaim des Tosafistes, ils comprennent ce passouk de manière littérale. On a mitzvah de conquérir le pays et on a mitzvah de s'établir à l'intérieur. Donc comme c'est écrit à l'impératif, avec une connotation comme un ordre, le Ramban et Rabbi Chaim des Tosafot comprennent qu'il y a une mitzvah assez de vivre en Eretz Israël. Alors le Rambam, Maïmonide,
Lui, il va pas avec ça. Et lui, il dit, il n'y a pas de mitzvah de vivre en Eretz Israël de manière apparente, et il ne catégorise pas cette mitzvah dans son livre des mitzvot. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, de manière simple, si je reprends un petit peu l'information, le Ramban, il comprend le pasuk de manière littérale. Vehorashtem, vishavtem ba. Mitzvah de donc la conquérir et mitzvah de s'établir. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir une opinion qui dit que la mitzvah est applicable des fois et que des fois elle n'est pas applicable? Comment ça peut fonctionner? Les chaora, moi j'aurais dit de manière simple, black and white, c'est noir et blanc. C'est soit tu tiens qu'à une mitzvah et tu comprends le verset d'une manière simple, ou bien tu as une manière alternative de lire le verset et tu comprends qu'il n'y a pas de mitzvah. Pardon. Mais d'avoir une opinion qui tient que de temps en temps la mitzvah apparaît et que de temps en temps la mitzvah elle disparaît, c'est un petit peu bizarre. Vous comprenez la question, Rabotai? Maybe it has to do Oui. with maybe it has to do with the conditions in Israel. Exactly. So I'm going to show you the text from the Gemara itself, where Rabbi Chaim from the Tosafot says it clearly. Alors regardez ici. Si je vous ramène dans la même fenêtre où nous étions, vous allez dans la Gemara qui est. Alors regardez ici. Vous allez dans la Gemara Ketuvot, Daf Kuf Yud Amud Bet. Regardez le Tosfot qui est sur le côté droit, où c'est marqué Hu Omer La'alot. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit. Rabbi Chaim de Tosafot dit Eno noheg bezman hazeh. C'est pas applicable de vivre en Eretz Israël à l'époque du temps talmudique. Donc on parle il y a environ 1600 ans. Pourquoi? Des Ika Sakanat Derachim. Parce que c'est très difficile de se rendre en Israël. Le voyage est périlleux, les conditions de voyage ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et donc c'est une sakana d'entreprendre la aliyah en Eretz Israël. Et mis à part ça, il explique le Rav Chaim, il dit que Arshav eno mitzvah ladour be'Eretz Israël, c'est pas une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Et pourquoi c'est comme ça? Il explique parce que quand tu as un gouvernement qui est hostile envers les Juifs, quand tu as un gouvernement qui discrédite et qui discrimine les Juifs, et qui met des taxes qui sont complètement unfair et qui persécute les Juifs, ça devient une sakana de se rendre en Eretz Israël, et non seulement de se rendre, mais d'y habiter. Alors, ça suit le principe général. Vachai bahem. Tu dois vivre avec l'accomplissement des mitzvot. Tu peux pas performer une mitzvah physiquement si elle t'emmène vers une mort certaine. Donc, si c'est dangereux de vivre en Eretz Israël et c'est dangereux de s'y rendre, Rabbi Chaim des Baalei Tosafot, il pense que la mitzvah elle disparaît. Et elle suit exactement le même principe que nous avons dans la halakha en général. Je vous donne un exemple. Disons que je suis à la synagogue, c'est Shabbat, et j'ai quelqu'un qui a une crise cardiaque et qui tombe raide devant moi. Halakha, le Shabbat, il est mis en pause. Je dois sauver la vie de cette personne. Alors le Rav Chaim des Tosafot, il dit c'est la même chose. Si pour une raison de sécurité, c'est impossible de se rendre en Eretz Israël et c'est impossible de s'y établir, la mitzvah elle disparaît. Mais quand ça devient plus safe, quand par exemple de nos jours, tu as un gouvernement qui est souverain, avec des institutions et avec une police et une armée qui protègent les citoyens israéliens, la mitzvah elle revient. Donc en d'autres termes, tout est en rapport avec la sakana. Si c'est difficile de vivre en Eretz Israël à certaines époques, la mitzvah elle est en hold. Mais si c'est possible de y retourner et que c'est safe, alors il incombe à chaque Ben Israël de se retrouver en Eretz Israël. C'est bon, Rabotai? Oui. Ok. Alors, je vais finir avec une question très intéressante sur le Rambam. Donc, si vous regardez encore une fois, vous allez devoir me croire sur parole, mais le Rambam, dans son livre des mitzvot, vous pouvez vraiment scanner tout le livre des mitzvot, vous n'allez pas trouver qu'il y a une mitzvah de s'établir en Eretz Israël. C'est pas écrit. C'est-à-dire que dans les 613 mitzvot, le Rambam n'a pas écrit mitzvah assez de vivre en Eretz Israël. Mais malgré tout, ça crée un problème. Alors regardez pourquoi. Si vous allez voir, par exemple, dans... Alors donnez-moi un instant, je vais vous remontrer ça. Regardez ici. Si vous allez voir dans le livre du Rambam, dans les lois de Shabbat,
Chapitre 6, Halacha 11. Ok, donc Hilchot Shabbat, Perek Vav, Halacha Yudalef. Alors regardez ça, Rabotai. On a affaire à quelqu'un qui est un juif, qui cherche à acheter une terre et un terrain pour construire une maison en Eretz Israël. Et il n'arrive pas à trouver parce que les goïms ne veulent pas lui vendre quoi que ce soit. Là, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte pendant Shabbat et qui lui dit, je suis prêt à te vendre mon terrain. Alors, c'est quoi la halakha? Tu as peur que le terrain, il te passe sous le nez, mais c'est Shabbat. Tu peux pas écrire un contrat et tu peux pas non plus signer un contrat. Alors, comment tu sécurises le fait que tu as une offre de t'établir, mais que techniquement, c'est pas possible de l'écrire? Alors, le Rambam, il écrit, We are allowed to ask a non-Jew to draft and sign a contract to buy a house in Israel during Shabbat. Donc, ça voudrait dire que Amira la Goy, pendant Shabbat, demander à un Goy de faire quelque chose pour nous pendant Shabbat, c'est un issur des Rabbanan. Mais comme c'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël, si jamais tu as une opportunité d'acquérir un morceau de terrain en Israël, tu as le droit de demander à un non-juif de t'écrire pour toi un contrat, de signer à ta place, et que toi, tu vas t'arranger avec lui après Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que le Rambam, il est un petit peu contradictoire, parce que si il écrit une halakha, que tu as le droit de transgresser un issur des Rabbanan, de demander à un goy de t'écrire un contrat pour acheter un morceau de terrain en Israël, la prémisse de cette loi, c'est que c'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Donc comment il a pu écrire une chose pareille alors qu'il n'a pas catégorisé comme une mitzvah de vivre en Eretz Israël? En théorie, il ne devrait jamais permettre une chose pareille. Donc le principe, c'est quoi? C'est que quand tu as une mitzvah assez biblique, minatora, de vivre en Eretz Israël, on te permet dans des circonstances particulières d'être ouvert à un issour des Rabbanan, de demander à un goy de faire quelque chose pour toi, pour pouvoir accomplir la mitzvah biblique de s'installer en Eretz Israël. Donc on voit dans cette halakha que le Rambam est en contradiction, que le Chaora, il tient que c'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Vous me suivez ou pas? Guys, j'ai besoin de feedback. Ouais, mais Ok. alors comment on justifie? Tu vas T'as expliquer. suivi? T'as suivi? Ouais, je vais expliquer. Mais avant de vous expliquer, je vais vous montrer une autre contradiction qui est de taille. Si vous En allez un voir sens, maintenant, en un sens, euh, on peut être ouvert sur une règle rabbinique pour accomplir une loi de la Torah. oui, mais nous, on n'a pas d'autorité pour faire ça. C'est-à-dire que les rabbinim de la génération, la cour rabbinique suprême de la génération, peut établir une règle pareille, et c'est particulier. Nous, on peut pas arbitrairement être posé que ça pour nous-mêmes. Il faut toujours se référer au Gdolé Hador par rapport à ça. Donc, à l'époque du Rambam et à l'époque talmudique, si par exemple c'était safe, sécuritaire de s'établir en Eretz Israël, et qu'on avait une opportunité d'acquérir un terrain en Eretz Israël pendant Shabbat, on avait le droit de demander à un goy de nous écrire le contrat et de signer à notre place. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Rambam, il a l'air de tenir que c'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Et pas comme ce qu'il n'a pas catégorisé dans son livre de mitzvot. Regardez maintenant la deuxième référence. Si vous allez voir dans un livre qui s'appelle le Hilchot Melachim, c'est l'un des derniers livres dans le Rambam. Là-bas, le Rambam, il dit There are four valid reasons to leave Israel. Tu ne peux pas quitter Eretz Israël comme tu veux. Tu as quatre raisons qui te permettraient de manière permanente de quitter la terre. Raison numéro un, sécurité. C'est pas safe, c'est pas sécuritaire de vivre en Eretz Israël. Tu as le droit de quitter pour aller t'établir ailleurs. Raison numéro 2, Parnassa, livelihood. Tu n'arrives pas à trouver un bon job. Tu as une opportunité, on t'a offert un bon job à New York. Tu as le droit de quitter Eretz Israël pour aller trouver une meilleure Parnassa somehow, quelque part d'autre. Troisième cas, mariage. Tu n'es pas encore marié. Tu as trouvé une femme qui veut construire une famille avec toi, mais elle ne veut pas vivre en Eretz Israël. Elle veut vivre en Floride. Eh bien, tu as le droit de quitter Eretz Israël pour aller te marier. Et dernier scénario, Torah study. Tu n'arrives pas à étudier en Eretz Israël la Torah comme il faut, à cause du lachatz de la Parnassa, et tu as du mal à mettre du temps pour étudier la Torah. Mais si tu prends une job en dehors d'Eretz Israël,
et tu te connectes avec un Rav X ou Y qui opère en dehors d'Eretz Israël, tu auras plus de temps pour étudier et tu pourras mieux comprendre la Torah. Tu as le droit, dans ces circonstances, de quitter le pays. Alors, la question, elle est simple, Rabotai. Si c'est pas une mitzvah de vivre en Eretz Israël, tu devrais pas être confiné avec 4 scénarios qui te donneraient la permission de quitter le pays. Tu pourrais quitter le pays quand tu veux. Mais si tu dis que c'est seulement dans ces 4 cas de figure que tu peux quitter le pays, ça veut dire que tu tiens que c'est une mitzvah de vivre dans le pays. Et donc, encore une fois, le Rambam, il est en contradiction. Alors, il n'a pas catégorisé Eretz Israël, le Yishuv en Eretz Israël comme une mitzvah, mais dans son livre de Halacha, tu vois qu'il a l'air de tenir que c'est une mitzvah. Okay. La question est claire à Botaï. Oui, oui. Ok. Eldon, you want to add something? Yeah, you could make the argument that the Torah may be making a distinction between those born in Israel and those contemplating moving to Israel. You might have to have a reason um, if you're born there, but not necessarily to move there. I could see a distinction there. I don't know that one necessarily. Halachically doesn't stand. Because if there is a mitzvah, s'il y a une mitzvah de vivre là-bas, que tu sois né dans la terre ou que tu sois né je ne sais où, ça ne fait aucune différence. Tu dois à un moment donné te rendre en Eretz Israël. Donc le fait que tu sois né sur place ou pas, ça fait rien. Alors pour répondre à la question, on va terminer avec ça. Le Rambam, en fait, il pense que c'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Mais la manière dont il a écrit, si vous regardez dans le livre des mitzvot, il a écrit ça à travers la conquête d'Eretz Israël. Il a écrit que c'est une mitzvah à l'époque des Yoshua de conquérir Eretz Israël et de s'établir à l'intérieur. Mais comment on répond à la question finalement, c'est que le Rambam, il a fait comme une espèce de package deal. Il a mis ensemble la mitzvah de s'établir avec la mitzvah de la conquête. Donc il ne les a pas séparés. Donc quand il écrit dans les lois, dans la halacha, que c'est une mitzvah de conquérir Eretz Israël et de s'y établir, en fait, ce qu'il était en train d'essayer de dire, c'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Et c'est pour ça que dans le livre des mitzvot, il ne l'a pas catégorisé comme une mitzvah séparée. Il a rattaché avec la mitzvah de conquérir la terre. Et ça justifie pourquoi, dans les lois de Shabbat, on peut demander à un non-juif de faire quelque chose pour nous. Et aussi, dans les lois des Melachim, on aurait le droit de demander, on ne peut pas quitter la terre comme on a envie. Donc, bottom line, la mitzvah est applicable aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus safe qu'à l'époque. Et donc, si quelqu'un il a les ressources financières, émotionnelles et aussi au niveau familial de s'établir, il should do it. Et je comprends pas, Voilà, s'établir, messieurs, ça veut dire habiter, Rabbi? habiter permanent, Ouais, ben, en s'établir, permanence. d'accord, mais quand tu dis il a la mitzvah de conquérir et de s'établir, ça veut dire en d'autres mots, il est en train de te dire d'habiter, ça veut dire tu conquérir. Tu vas et tu Absolument, prends la terre et tu absolument. y habites. C'est pas tu passes 3 semaines de vacances, ça c'est pas acquérir. Non, non, c'est vraiment de Alors s'établir de manière permanente. voilà, Donc, donc en alors la d'autres mitzvah elle a termes, écrit. alors la mitzvah, il a écrite, mais il a catégorisé différemment. Il a rattaché avec la mitzvah de la conquête. C'est ça qu'il a fait. Il n'a pas séparé. Donc, bottom line, il tient qu'il y a une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Well, let me ask you something, Rabbi. If that's the case, if the obligation is to live in Israel, are you and I violating that mitzvah right now? No, and yes and no, because each case is different. If, let's say, you have a job and you're going to go there and jeopardize your financial structure, then you fall into one of those 4 categories and you have a heter to live outside. But if you have no reason, you're healthy, you could find a decent job, and you're already married, lechaora, you have an obligation to go there as soon as possible. Right. Okay. So it's not like just at some point in your life. No, each case is different. Anyways, Rabotai, je m'excuse, je dois vous laisser. Okay. Alors, on se voit ce soir, si Dieu veut, on a un chiour sur Parashat Tazria Metzora. À 8h30, comme d'habitude. Merci Passez Rabbi. une bonne journée. Hashem. Thank you Yom very much. Tov. Merci. Chag Sameach. Appelez Chag El Sameach. Al pour un billet d'avion.